Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TEN TV au sommaire de ce dimanche 8 février. Des réunions, des échanges d'abord avec le pays puis avec Air Tahiti, mais pas de solution. La question de la desserte aérienne des îles reste entière après le 30 juin. Impuissants face au bras de fer du pays et de la compagnie, les exposants concernés repartent bredouille du Salon du tourisme. Peu visible à l'œil nu mais fondamentale pour l'écosystème marin, la ponte des coraux a pu être observée dans nos lagons. Un phénomène rare, déterminant pour l'avenir des récifs que des lycéens ont pu voir de près. Direction les Australes à Raivave où le visage des villages se transforme. Les constructions modernes remplacent peu à peu les maisons en chaux, un patrimoine ancien confronté aux exigences d'aujourd'hui. Et bien sûr, retrouvez votre grand JT Sport en deuxième partie, un décryptage complet de l'actualité sportive sur terre comme sur l'eau. Nos journalistes ont été au plus près des acteurs et des événements. L'incertitude demeure autour de la desserte aérienne des îles. À l'approche de l'échéance du 30 juin, aucune solution n'a encore émergé malgré plusieurs échanges organisés au Salon du tourisme. Faute d'accord sur la délégation de service public, Air Tahiti met en cause le pays et alerte sur un blocage aux conséquences majeures pour les archipels. Décryptage de Léa Gugelman et Esther Cuneo. Les vols vont-ils pouvoir reprendre au-delà du 30 juin pour la haute saison ? Une question de survie pour les 34 îles desservies grâce à la délégation de service public, la DSP. Une première réunion au Salon du tourisme vendredi avec le président du pays n'a pas permis d'y répondre. La seconde avec Air Tahiti, hier soir, les a aussi laissés sur leur faim. On ne sort pas du flou, on sort plus informé, mais pas rassuré ni serein parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qu'il en est du devenu de l'après-juin. Hein. On ne sait pas si on aura encore des vols, on l'aura sûrement, mais sous quelles conditions? On ne sait pas. On est tous inquiets parce qu'à partir du 1er juillet, on n'aura plus d'avion chez nous. Il faut qu'il y ait l'avion. Parce que derrière, on a des engagements, on a les travailleurs à régler, à payer. Car derrière ce flou, c'est tout un équilibre qui vacille. Mise en place en 2021 après la crise sanitaire, la DSP est essentielle pour maintenir les liaisons vers les îles éloignées. Aujourd'hui, le système atteint ses limites. Pour Air Tahiti, les tarifs ne couvrent plus le déficit des lignes. Après plus d'1 an de négociations, aucun accord n'a été trouvé. Document à l'appui, la compagnie renvoie désormais la responsabilité au pays. C'était un sujet compliqué à traiter et qu'il fallait s'y prendre très en amont. Maintenant, je peux comprendre la logique du pays et il faut que chacun assume ses responsabilités. Je pense que la situation de détresse dans laquelle sont tous ces professionnels du tourisme, les pensions et les habitants des archipels éloignés sous délégation de service public, je pense que la situation est suffisamment grave, le sujet est suffisamment important pour que moi, patron d'Air Tahiti, je puisse l'assumer. Au cœur du blocage, le refus politique d'un projet d'ATR All Business, un outil indispensable selon Air Tahiti pour générer des marges sur les lignes rentables et ainsi financer durablement le réseau déficitaire. Difficile à avaler pour la compagnie, qui remet sur la table les 5 milliards d'interventions publiques accordées à son concurrent, réclamant à nouveau une égalité de traitement. Un bras de fer sans issue pour les professionnels, contraints de boucler ce salon du tourisme avec amertume. L'événement, habituellement décisif pour leur saison, devient pour certains une opération à perte. Écoutez, moi j'ai pris l'engagement devant nos partenaires de ressolliciter le pays pour que les discussions reprennent. J'ai pris cet engagement, je le ferai. Maintenant, je ne peux pas m'imposer dans une discussion si le pays ne souhaite pas discuter avec nous. Pour négocier, pour discuter, il faut être deux. Je le redis, j'ai très tôt exprimé ma position et je le redis aussi, je n'ai pas changé de posture au fil du temps et sûrement pas avant mercredi dernier. Au-delà des professionnels, ce sont les habitants de ces îles qui s'inquiètent désormais, car la desserte aérienne conditionne aussi l'accès aux soins, à l'éducation, à l'approvisionnement et à l'emploi. À quelques semaines des élections municipales, la campagne entre dans une nouvelle phase. On ouvre cette page spéciale dédiée aux enjeux locaux.
La bataille des municipales est lancée à Papara. Cette liste sont en lice, parmi lesquelles celle de la Tavana sortante Sonia Pounoua, également représentante à Taraheuil. Une liste en partie renouvelée qui s'inscrit dans la continuité des actions menées au cours de ces 6 dernières années. Matai Horei a suivi à Hereia Papara, commentaire signé Laure Philibert. Elle administre la commune de Papara depuis 2020 et elle compte bien continuer. Sonia Pounoua se lance dans la campagne des municipales à la tête de Ahereia Papara, une liste d'ouverture. Si elle considère avoir un bilan de mandature satisfaisant, l'actuelle Tavana s'inscrit dans la continuité de ses actions, notamment en matière de réhabilitation des établissements scolaires. Il avait eu la PM qu'on a embauché en sécurité. Les pompiers, c'est les prioritaires de la commune. Avant, il n'y avait pas. Aujourd'hui, on a l'école Aritama et l'école Apia et l'école Tarou. Alors aujourd'hui, on a commencé à le faire l'école CJA. Peu d'élus de la liste de 2020 sont prêts à poursuivre l'aventure. Ils sont 6 de la majorité à se représenter. Alors Sonia Pounoua est partie à la recherche de forces vives à travers la commune. 27 nouvelles têtes de 24 à 77 ans, issues de différents secteurs et de divers courants politiques. Plusieurs personnalités des milieux associatifs et religieux se sont manifestées. Depuis quelques semaines, les membres se retrouvent tous les samedis pour établir leur programme. Des religions et beaucoup de cette année qui est de chaque religion. C'est eux qui se sont adhérés aussi. Mais il y en a d'autres, c'est nous qui avons été vers eux. Ils sont de Papara. Mais ils vivent ici, ils votent ici, c'est Papara. Il y a des jeunes, il y a déjà des retraités aussi qui sont là avec l'équipe. Enfin, et tuto à tous les groupes qui sont là, les 7 groupes, qu'on est toujours des amis. Et comme on le dit, et que le meilleur gagne. Ahereia Papara se pare de vert et de marron pour conquérir les électeurs. L'équipe s'apprête à démarrer ses tournées dans les quartiers. Les municipales de 2026 qui entrent dans une phase clé. Le dépôt des candidatures s'ouvrira dès demain et se poursuivra jusqu'au 26 février dans les 48 communes de Polynésie française. Un scrutin majeur avec 1056 sièges de conseillers municipaux à pourvoir sur l'ensemble du territoire. On écoute Corinne Curie, directrice de la réglementation et des affaires juridiques, au micro de Nicolas Pérez. Pour déposer votre candidature, vous allez aller au bâtiment des subdivisions. Selon la commune dans laquelle vous portez candidat, vous irez à la subdivision des Tuamotu, des îles du Vent, des îles sous le Vent. Enfin voilà, donc il y a les horaires pour chaque archipel. Vous pouvez aussi aller à Nukuiva ou à Rayatea. Nous vous conseillons de prendre rendez-vous. Nous avons mis en place un module de prise de rendez-vous en ligne sur le site du Haut-Commissariat. Ça vous permettra de moins attendre, ça nous permettra de mieux planifier nos contrôles. Bien évidemment, si vous arrivez le dernier jour avant 18h, on ne vous refusera pas. Vous pouvez venir sans rendez-vous, mais le temps d'attente risque d'être plus long et plus complexe au niveau des contrôles. Et retrouvez le reportage détaillé sur ce sujet dans notre édition de demain. C'est la fin de cette page municipale, une campagne que nous continuerons bien sûr à suivre jusqu'au scrutin. Après la politique, place à l'économie. Le pays a répondu à l'invitation de la brasserie de Tahiti pour mieux comprendre les enjeux de l'industrie d'aujourd'hui. Sur place, un temps de visite et d'échange autour de la technologie de pointe pensée pour concilier croissance économique et exigence environnementale. Nicolas Pérez sur des images de Naya Bennett et Rarahu Mahachang. Opération séduction pour le groupe Brasserie de Tahiti qui a invité le président Brotherson et une partie de son gouvernement à découvrir son usine de la Punaru, fleuron de l'industrie du Whenua. On a reçu une délégation de l'Assemblée conduite par Timothée Leguet il y a 2 mois à peu près. Et la perception de cette délégation a montré qu'ils avaient une vision un petit peu erronée d'un tel outil de travail. Donc j'ai invité le président Brotherson, alors qui présentait les vœux au syndicat, à venir visiter l'usine et je suis particulièrement fier qu'il ait accepté. Avec ses 430 employés et ses 80 millions de litres de boissons toutes confondues,
qui sortent chaque année des lignes de production, cette usine a de quoi séduire. Ça fait partie des industriels les mieux équipés, qui ont des process les mieux calibrés. Donc c'était important pour nous de venir voir l'outil de production et de rencontrer aussi les hommes. On a vu des démarches RSE, des démarches environnementales, des démarches également en termes de santé, avec au niveau mondial sur les boissons gazeuses, du moins celles qui le représentent, une démarche d'abaissement des seuils de sucre. Donc tout ça, c'est intéressant de venir le voir. Autre objectif du groupe représentant de nombreuses marques internationales, développer le Made in Fénois. Ce qu'on cherche à faire, c'est à remplacer l'importation par de la production locale. Donc cet outil-là peut être exploité bien plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il tourne à peu près en 1,8,5. Si on arrive à récupérer des marchés en compensation de l'importation locale, on sera les plus heureux du monde. Ça créera de l'emploi, ça créera de la valeur ajoutée. Ce sera bon pour tout le monde. Le groupe Brasserie de Tahiti et ses filiales affichent un effectif de 2000 employés pour un chiffre d'affaires en 2023 frôlant les 45 milliards de francs pacifiques. Direction Veirao, où un événement discret, presque invisible mais essentiel à la vie de nos lagons s'est joué vendredi matin. Grâce à l'association Tamanote Teiroto, des étudiants ont pu observer un phénomène rare, la ponte de Porites russe. Un moment clé pour la survie des récifs coralliens. Juanui Atuariva vous propose une immersion au cœur de cet instant unique. C'est toujours 1h30 après le lever de soleil. Okay, donc le soleil ce matin s'est levé à 7h45, 5h45 et du coup la ponte à 7h15. Vendredi matin, le lagon a offert un spectacle aussi discret que spectaculaire. À 7h15 précise, les coroporites russes sont entrés en reproduction, libérant leurs gamètes dans l'eau. Un phénomène rare, observé pour la première fois par des étudiants en gestion des milieux naturels du lycée John Doom, invités par l'association Tamanote Teiroto. Dans l'eau, j'ai pu observer des poissons et les coraux qui pondent. C'était la première fois pour toi? Oui, c'est la première fois que j'observe des coraux comme ça. J'ai observé que les coraux ils pondaient, je vois beaucoup de trucs bizarres. Tu avais déjà observé ça, mais tu savais peut-être pas ce que c'était réellement. Non, je ne savais pas c'était quoi au début. Une sortie terrain qui s'inscrit pleinement dans le programme pédagogique de la filière GMNF. Après plusieurs semaines consacrées au milieu terrestre, les élèves découvrent cette fois le lagon et ses interactions à travers un phénomène concret et vivant. En première et terminale, on parle beaucoup des milieux naturels, de comment on les protège, de comment on les gère, de quelle est leur importance. Le corail en fait et le récif, c'est un habitat. Et de voir en fait qu'il se reproduit, pour moi, c'est une façon concrète de voir qu'il est vivant. Car cette ponte ne doit rien au hasard. Elle se produit à la minute près, selon les cycles de la Lune et du lever du Soleil, et de manière synchronisée à l'échelle mondiale. Des données clés pour mieux comprendre et protéger les récifs. Disons que pour régénérer un récif à très grande échelle, en fait, l'action humaine de plantation de coraux va être très limitée. Tu peux le faire sur des petites zones, mais pour régénérer une île entière, il n'y a que ce phénomène-là qui peut être efficace, quoi. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont conscients que ce phénomène existe, qui veulent aller voir. Et aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de trouver les accès pour aller au bord de mer, faire les observations. Un moment rare, à la fois scientifique et pédagogique, qui rappelle que la meilleure protection du récif commence par la compréhension et le respect de ces instants clés de la vie du lagon. Du vivant au bâti, autre regard sur notre patrimoine. À Reivavai, comme sur d'autres îles des Australes, le visage des districts change. Les maisons traditionnelles en chaux laissent peu à peu place à des constructions en béton plus solides et plus modernes. Un tournant pour ce patrimoine unique hérité du 19e siècle. Reportage de Jessica Doucet. À première vue, ces ruines semblent figées dans le temps. Les murs, fatigués mais toujours debout, sont les témoins d'un savoir-faire ancien. Ici, à Reivavai, certaines de ces maisons faites de pierre, de corail et de chaux subsistent encore, mais la plupart sont désormais abandonnées. Les gens sont friands du changement et aussi de la modernité. C'est pour cela qu'ils abandonnent ces constructions. Déjà, nous, à notre génération, on n'aime pas vraiment ces petites maisons-là. Mais j'imagine avec nos enfants d'aujourd'hui, ce sera encore pire. Pour Isabelle et son époux, cette technique traditionnelle, pourtant économique, demandait un travail de longue haleine.
On ne veut plus travailler avec le chaume parce que c'est trop lourd, il faut aller chercher les cailloux, il faut brûler, il faut chauffer. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent plus. Nous, aujourd'hui, on ne veut plus. Et ce n'est pas de la qualité. Hein, parce que les maisons de chambre, ce n'est pas vraiment de la qualité pour aujourd'hui. Et ce n'est pas la mode d'aujourd'hui. Les temps ont changé. Désormais, les maisons en parpaing et béton se multiplient sur l'île. Les habitants misent sur la durabilité et la solidité, malgré un coût parfois élevé. Oh, ah ça oui, je suis d'accord. Mais les gens d'ici, maintenant, on arrive à économiser petit à petit pour pouvoir construire une nouvelle maison. Et commencer par les premiers besoins de la maison, par exemple le fer, le ciment, le parpaing, et on prend en dernière partie le bois et la toiture. Plus pratique, plus résistante, les maisons modernes s'imposent, mais ce virage laisse derrière lui un patrimoine rare. Si rien n'est fait, dans 10 ans, les maisons au chaud de Eivaveh ne seront plus qu'un souvenir, à moins qu'un projet de préservation ne redonne vie à ces témoins du passé pour l'île, garde un peu de son authenticité d'autrefois. C'est ainsi que s'achève cette édition de l'actualité locale. Il est temps pour moi de vous laisser et de passer le relais à nos journalistes sport. Je vous souhaite une très belle soirée et une excellente semaine sur TNTV. Place maintenant au grand JT Sport. Bonsoir Oriano. Bonsoir Mika et merci de m'avoir passé les manettes. Allez, ce soir, grosse réussite pour Tahiti United en football. De nouveaux éducateurs diplômés en voie et un focus sur les sports de combat avec 2 invités de prestige, Tamaterei Hervé et aussi Rehia Davio, nos 2 représentants de la Fédération polynésienne de lutte. Alors ne nous quittez pas, c'est tout de suite dans le grand JT Sport. Et direction Tiperui où la salle Makonena a accueilli les sélectives de lutte pour les Jeux du Pacifique. Une centaine de combattants engagés, un seul objectif, décrocher sa place pour représenter le Fénois, les temps forts dans ce reportage. 2 heures de combat, des duels qui s'enchaînent sans pause. Objectif pour tous, convaincre et gagner sa place pour les Jeux à domicile. 3 épreuves au programme, la lutte libre où les attaques sont autorisées sur tout le corps, la gréco-romaine limitée au haut du corps sans saisie des jambes et le beach wrestling version sur sable finalement annulé après la pluie qui a rendu la surface impraticable. Sur les tapis, les catégories se croisent, junior, senior partagent le même engagement. Moi, j'ai déjà fait ma carte en junior, j'ai été premier, j'ai eu la médaille d'or, donc j'ai fait plusieurs fights et là, j'ai demandé d'être surclassé chez les seniors pour fight les adultes, pour me challenger un peu. Chez les féminines aussi, la motivation est au rendez-vous. Première sensation, stratégie travaillée à l'entraînement, chaque opposition compte pour prendre confiance. C'était vraiment de la préparation la mentale parce qu'il fallait que je me mette dans le bain. Hier, je pensais que j'avais pas de combattant. Après, j'ai vraiment fait juste un travail à l'entraînement avec papa, mes frères et les amis du club. Fallait désaxer, aller chercher la tête. Puis j'aime bien la single leg, donc je suis allée chercher la jambe. Et après, j'ai réussi à accrocher et à pin à la fin au bout du premier round. Dans les catégories seniors, la gestion du poids et la préparation physique font la différence. Certains arrivent après des semaines d'efforts pour atteindre la bonne catégorie et viser la sélection. Ce matin, on a eu la lutte libre. Moi, j'ai fini 2e. Et là, à la Gréco, je viens de gagner la finale. Bilan assez positif. Il y a 2 semaines, je faisais 107 kilos. Et en arrivant là ce matin, j'étais à 97 kilos. Beaucoup de sacrifices. Manque un peu de punch, mais dans l'ensemble, ça allait. Au fil de la journée, les favoris en lutte libre confirment Grégory Charles en moins de 74 kg, Tamaterei Hervé en moins de 70 kg, Harry Roy en moins de 86 kg, Kahi Duval en moins de 71 kg ou encore Teiki Nauta en moins de 125 kg. Allez, on reste dans l'univers de la lutte avec nos invités, Rehia Davio, membre du Conseil fédéral de la Fédération polynésienne de lutte, et Tamaterei Hervé, triple médaillé d'or au dernier mini-jeu du Pacifique à Palau Yorana. Messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. Yorana. Alors Tamaterei, vous étiez encore sur les tapis hier. Comment est-ce que le corps et la tête récupèrent après une journée aussi intense qu'hier? C'est sûr que c'est assez important la récupération et
Comment récupérer, comment le corps récupère, ça va dépendre de ce que tu fais après une journée comme celle-là. Moi, malheureusement, je me suis fait une blessure. Du coup, j'ai dû arrêter la journée. Du coup, j'ai beaucoup plus de temps pour récupérer. Tu as tiré dans quelle catégorie? Tu étais engagé dans quelle catégorie? À la base, j'étais parti pour me faire en junior U20, du coup, moins 70, que ce soit en freestyle, en gréco, puis en senior, pareil. Du coup, j'ai dû arrêter à cause de ma blessure. Ça fait partie des aléas de tout sport de combat et voilà. Mais comment tu gères ça maintenant? Blessure, on imagine que tu es parti d'urgence à l'hôpital, comment on fait? C'est sûr que j'étais déçu, mais après, j'ai compris que c'était pour mon bien, éviter d'empirer les choses. Surtout, même si c'est pas forcément quelque chose de grave, mais ça pouvait infecter et tout. Et du coup, j'ai préféré arrêter, me reposer. Et c'est pas grave, il y aura d'autres compétitions par la suite. Ria, on a senti une grosse énergie dans la salle hier. C'est le signe d'une discipline qui monte en puissance ici au Fénois? Effectivement, la lutte étant une nouvelle discipline, c'est quasiment il y a que à peine 3-4 ans que ça existe. On a noté cette année effectivement une grosse augmentation au niveau de la participation. On a dépassé les 100 combattants et compétiteurs hier, ce qui est une première pour la Fédé. Et oui, les prémices pour une belle saison qui s'annonce avec pour objectif, comme tout le monde le sait, la sélection pour les prochains Jeux du Pacifique qu'on reçoit chez nous. Alors, quel regard vous portez sur cette nouvelle génération qui monte en puissance justement? Et quelles sont peut-être les prochaines échéances pour eux pour préparer les Jeux du Pacifique? Alors la première échéance auquel on va faire face, ce sont les Océaniens qui auront lieu au mois de mars à Samoa, à Apia. Avec les moyens qu'on a, qui sont encore un peu limités en ce moment, la fédération s'oriente plus à envoyer les féminines qui n'ont encore jamais eu d'expérience internationale. Ça, quelque part, ça leur permettra de juger un peu la verticalité émotionnelle auquel elles devront faire face lorsqu'elles participeront au jeu. Allez, tout de suite, je vous propose de rebondir sur un autre sujet, toujours dans les sports de combat. La relève du judo polynésien était à l'honneur à la salle omnisport d'Aoré pour les championnats de Polynésie. Près de 200 jeunes combattants engagés, des benjamins au cadet, bien décidés à se tester en compétition. Reportage. Dès les premiers combats, la tension monte. Pour beaucoup, c'est une découverte. Premier appel, première sensation face à l'adversaire, une étape importante dans leur progression. Alors moi j'ai la chance aujourd'hui, j'ai 32 participants, Benjamin minime cadet. Et pour le moment, alors Benjamin, il y a beaucoup de débutants, mais on a 3 ou 4 médailles, 3 ou 4 podiums, donc c'est bien. Malgré un calendrier chargé, des installations limitées, les clubs répondent présents. Certains se déplacent en nombre, comme le JJP de Morée avec 11 jeunes engagés, des Benjamins au cadet. À seulement 12 ans, on arrive à Le Boucher, accompagné de son père et coach, marque la journée. Appliqué et solide, il enchaîne les combats avec maîtrise, domine sa catégorie, puis confirme aussi en open. Ça fait du bien de retrouver le mood et plus trop stressé depuis mes anciennes compétitions, ça va. J'ai tout gagné, j'ai gagné 6 combats, j'ai une médaille d'or dans ma catégorie et une médaille d'or en open. Pour d'autres judokas, la priorité est de gérer le stress et d'appliquer les techniques travaillées à l'entraînement afin de gagner en confiance au fil des oppositions. En fait, surtout, je stressais au début de la compète et dès le deuxième combat, je me suis dit je connais cette personne-là, j'ai peur que je perde, mais du coup, je suis quand même allée dans le tas et j'ai gagné au final. Une reprise engagée entre apprentissage et performances affirmées avant les prochaines échéances locales et internationales, déjà dans le viseur des judokas au Fénois. Allez, de retour sur le plateau avec nos invités. C'est assez rare, en plus de votre engagement en lutte, vous êtes aussi très actif dans le judo, on le sait. Rehia, vous êtes référent d'arbitrage, arbitre international même. Tamatere, vous êtes aussi champion de Polynésie de judo. Après vos 3 médailles d'or en lutte à Palau, vous avez enchaîné avec le championnat de judo. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer cette pression et relever ce défi? C'était un objectif pour moi l'année dernière de participer dans ces 2 disciplines. Et j'ai pris le défi comme il venait, je me suis préparé pour. Et voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. Après, le gros frein pour moi, ça a été vraiment la gestion du poids.
avec les différentes catégories, que ce soit dans la lutte et au judo aussi. Beaucoup de pertes d'énergie sur le long terme. Et après, j'ai donné le meilleur que j'avais pour combattre. Il fallait gérer les blessures aussi, journée par journée, avec le staff médical. C'est vrai, avec les blessures. Après, on a eu la chance à Palau d'avoir un super staff médical avec tous les kinés, les médecins du sport et tout. Du coup, on avait des séances généralement tous les soirs quand on était toujours actif sur la compétition. Et c'était un plus quand même pour tous les athlètes de Tahiti d'avoir cet accompagnement. Rihia, on parle souvent de passerelle entre judo et lutte. Alors selon vous, en quoi ces deux disciplines ont un lien sur le tapis? En premier lieu, ce sont deux sports de combat avec des catégories de poids qui ne sont pas les mêmes, certes, mais avec des catégories de poids. Donc pour les athlètes, il y a cette notion, comme le rappelait Tamatere, de gestion du poids, des efforts, la répétition des combats. Et ce sont des choses qu'il faut apprendre à gérer et auxquelles il va devoir encore faire face au prochain jeu, s'il se qualifie évidemment. Merci. Donc le temps passe très vite. Avant de se quitter, un conseil rapide pour chacun de nos jeunes qui rêvent aussi de rentrer dans la sélection. Tamatere? Pour toute personne qui veut se lancer, il ne faut pas hésiter, il faut se donner les moyens, aller jusqu'au bout des choses et surtout prendre le plaisir de le faire. Rihia, le mot de la fin? La lutte est encore dans une phase de développement et auquel on doit assimiler les jeux. Donc on essaie d'attirer un maximum de personnes. Donc les portes ne sont pas fermées, au contraire, elles sont bien ouvertes. Et on espère pour les prochaines échéances locales, déjà dans un premier temps, accueillir un maximum de personnes. Donc si vous voulez venir essayer la lutte, vous êtes de toute façon les bienvenus et on sera là pour vous accueillir et vous aider. Merci messieurs, un grand feuilleton pour vous pour les jeux. Maruru. Maruru. Allez, tout de suite, on fait maintenant un tour rapide de l'actualité sportive, en bref et en images. Sur l'eau, les rameurs ont fait leur entrée avec les qualifications pour les championnats du monde de vitesse sur 500 mètres en V1. Les grands clubs tels que Shell, OPT, EDT ou Air Tahiti ont fait le déplacement. L'objectif pour tous, atteindre la finale, synonyme de ticket pour les mondiaux à Singapour. Chez les élites, la capitaine de Ihilani Veimiti Mauni remporte la finale féminine en 2 minutes et 31 secondes. Chez les hommes, dans une finale remplie de champions, c'est le médaillé d'or de Palau, Temuana Taputu, qui s'impose en 2 minutes 3 secondes et 64 centièmes. Ouais, ça représente gros parce que ça nous permet de montrer la valeur de Tahiti au niveau international. Et voilà, après aujourd'hui on a... Je suis très étonné de voir autant de grands noms. Sincèrement, pour moi, je ne me suis pas préparé du tout. Je suis venu au bluff, je vais dire, et je pense que c'est pareil pour toutes les autres écuries. C'est que le début et l'année va être longue, du coup, il faut quand même avoir toujours cette envie en fin d'année de pouvoir aller chercher la victoire. Ça passe pour moi, tant mieux. Et après, on sait déjà que le représentant de Tahiti sera aussi fort. Avec une semaine d'avance, la 28e course de la Saint-Valentin s'est courue hier à Aroué. Sur la ligne de départ, 150 couples. Au programme, un parcours de 5 km entre la mairie et le RIMAP. En tête de bout en bout de la course, le duo Amandine Matera-William Kremer s'impose sur cette édition en 20 minutes et 40 secondes. Evanilia Bertrand et Mania Vicenti prennent la 2e place. Le podium est complété par Laura Atman et Nicolas Chevalier. Bravo, donc c'est à 52. La première des 5 manches de la Coupe Tahiti Nui de BMX s'est tenue hier sur la piste de Feipi. 33 pilotes engagés au départ, répartis dans 7 catégories allant des U7 au Master 40 ans. Des courses courtes mais intenses où l'erreur se paye cash. Au final, c'est Kenji Tsan qui remporte la victoire dans la catégorie reine. A noter la belle performance du vice-champion du monde Kalani Helm, vainqueur en U13 alors qu'il a été surclassé. La compétition se déroule en 3 manches de qualification, plus une petite finale. Le parcours fait à peu près 380 mètres. Le principe de la discipline, le BMX Race, c'est de partir le plus vite possible de la grille de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Le niveau polynésien est assez bien quand même. Les championnats du monde, les championnats d'Europe, sur les championnats d'Océania, beaucoup de pilotes ont pu quand même se démarquer et aller challenger l'international.
Tout de suite, on continue avec l'actualité des sports collectifs. Et pour traiter de cela, Hoanui Atuahiva nous a rejoint sur le plateau. Yorana Hoanui. Yorana Oriano. Alors, on commence avec le ballon rond où les Tahitiens ont brillé à l'international. Exactement, Oriano. Direction le National Football Stadium en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où Tahiti United a remporté son tout premier match de Pro League. Un match serré débloqué par le capitaine Teanu Tehau sur penalty. Voyons ensemble les temps forts de ce match dans ce reportage. C'est fini. Très bien. Victoire de Tahiti United face à l'équipe des Bula Boys. Tahiti United tient enfin sa première victoire en OFC Pro League. Opposés aux Bula Boys de Fidji, les Tahitiens ont su faire la différence dans un match accroché grâce à un but de Teanu Tehau sur penalty à la 69e minute. Philo et son pied droit. La frappe de Philo. Oui. Un succès attendu au bout de près d'un mois loin de Tahiti. On avait bien préparé ce match comme tous les matchs. On avait des incertitudes au niveau athlétique et surtout au niveau psychologique parce que ça fait 28 jours qu'on est parti de la maison maintenant. Mais ils ont su répondre efficacement en étant concentrés. Donc très fiers d'eux. Aujourd'hui, c'est leur victoire. On est très fiers. Au classement, ce succès permet à Tahiti United de se relancer et de revenir à hauteur de son adversaire du jour. Un résultat qui replace les Tahitiens dans la course et confirme la montée en puissance d'un collectif encore en construction. On va progresser à chaque match, il faut avoir de la patience et d'ici un mois ou deux, on sera encore meilleur et on va progresser. On s'est donné 2026 pour progresser, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. On n'est pas des gens prétentieux, mais ce soir il faut relever que la victoire, c'est une belle victoire de la part des garçons. Grâce à ce succès, Tahiti United lance enfin sa campagne en Pro League et peut désormais regarder la suite de la compétition avec confiance. Retour sur la scène locale avec un choc attendu par tous les passionnés du basketball. Un choc entre le premier et le deuxième du championnat fédéral de basketball. Vendredi soir à Tonoa, Aorei recevait Excelsior. Après une première mi-temps équilibrée, les joueurs de Pierre Villain prennent 11 points d'avance dans le troisième quart-temps. Mais les basketteurs de la mission font leur retour dans les 10 dernières minutes. Au terme d'une rencontre disputée, Excelsior s'impose finalement sur le score de 76 à 73. Et c'est du jamais vu dans la compétition locale. Les 250 places du format M du Tawati Ferry Swimrun sont complets en 17 minutes et 35 secondes exactement. Une compétition qui se tiendra le 24 mai et qui alterne des tronçons de course à pied et de natation autour de l'île de Moorea. Un record qui témoigne de l'ampleur que prend ce sport au niveau local. Avis aux chanceux qui ont réussi à avoir une place, entraînez-vous bien parce que seuls les meilleurs auront la chance d'avoir une interview au micro de Oriano Tifo et de Désiré Teivao. Et de Hoanui Atuahiva, bien entendu. Bien entendu. Voilà donc le bilan des sports collectifs pour ce week-end. Pour ma part, je vous laisse entre les mains de Oriano Tifo et je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci Hoanui. Alors, ils sont 11 passionnés de va et viennent de franchir une étape importante. Après 6 mois de formation intensive, ils décrochent le brevet professionnel polynésien d'éducateur sportif, un nouveau cap pour transmettre et faire grandir la future génération de rameurs. Immersion avec Désiré Teivao. Dernier coup de rame avant un moment décisif. Sur l'eau en V6, les 11 stagiaires partagent une dernière sortie avec certains de leurs formateurs. Un instant de cohésion à l'image de ces 6 mois de formation rythmés par l'effort, la solidarité et la passion du VA. Brevet professionnel polynésien d'éducateur sportif. Place ensuite à la remise des diplômes. Avec son brevet professionnel d'éducateur sportif en poche, VTA souhaite désormais ouvrir une structure à Hitia. Son objectif, former la relève du VA sur la côte est de Tahiti. Ça serait d'ouvrir un centre nautique au niveau de Hitia, sur la côte est, parce que je constate qu'on a un manque de suivi au niveau de la base. Donc ça serait plus un travail de base pour initier tout le monde à la rame déjà. Les petits, les quartiers, ceux qui n'ont pas accès forcément à l'activité, tous ceux qui sont loin de tout ça. Donc les rapprocher d'un pôle sportif pour leur proposer une activité en toute sécurité. Cette promotion se distingue aussi par sa parité. Sur les 11 diplômés, on retrouve 6 femmes. Maria fait partie de cette nouvelle génération d'entraîneurs. Son ambition, proposer plus d'activités autour du VA dans les écoles.
Ça fait longtemps que j'attends de pouvoir obtenir ce diplôme. Ça va me servir pour mon travail à la mairie de Punaovia. Maintenant que j'ai le BPPES, je peux proposer des activités autour du VAA dans les écoles, mais aussi dans notre dispositif Sport pour tous. Avec ses 11 diplômés, le VAA peut compter sur une nouvelle génération d'éducateurs passionnés, prêts à transmettre leur savoir. Et avant de se quitter, les rendez-vous sportifs à ne pas manquer cette semaine. Vendredi 13 février, les passionnés de VTT se donnent rendez-vous en soirée dans le parc Verey à Punaouia pour une compétition en nocturne. Samedi 14 et dimanche 15, les nageurs battront au rythme du meeting 50 mètres dans le bassin de Tiperui. Enfin, toujours dimanche prochain, les passionnés de sport de combat pourront apprécier les championnats de présélection de lutte dans la salle Makonena une dernière fois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Bien dans son Fari qui vous amène à la découverte d'une pension à Moria suivie de 2 épisodes de Master Crime. Remiti Erlo sera aux commandes de votre JT. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, sportez-vous bien.